Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour d'être venus ce soir en FRAC. On est vraiment super contentes et contents de vous accueillir et de poursuivre cet éclairage sur la collection du FRAC. Et nous finissons les rencontres aujourd'hui avec notre chère Isabelle. Je ne sais plus comment m'appeler du coup. Voilà, je suis déstabilisée. Qui a accepté cette invitation. On a un lien assez étroit avec Isabelle Alfonsi et aussi la galerie qu'elle dirige. Je vais en parler un petit peu avant. Donc c'est un véritable plaisir en fait aujourd'hui de pouvoir t'entendre sur plusieurs œuvres de la collection et en particulier des œuvres qui sont en ce moment exposées dans le cadre de cette exposition anniversaire de la collection. Donc juste en quelques mots, présenter un petit peu qui tu es, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc en 2009, tu as créé une galerie d'art à Belleville qui s'appelle Marcel Alix et que tu co-diriges avec Cecilia Bekanovic. Et on peut dire aussi que depuis 2014, tu présentes sous différentes formes et parfois performées en drague, comme ce soir, des conférences qui abordent des lignées d'art contemporain, queer, et comment justement, grâce à cette approche, on peut regarder autrement l'histoire de l'art. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as traversé dans un livre que je vous recommande à toutes et tous, qui est celui que je tiens dans ma main là, pour une esthétique de l'émancipation, aux éditions B42, que vous pouvez également trouver à la librairie du FRAC. Et c'est un ouvrage qui dresse justement un panorama et un point de vue assez inédit sur beaucoup d'artistes qu'on avait l'habitude de regarder dans des classifications d'art conceptuel, d'art minimal, et que là, tu as regardé d'une façon beaucoup plus proche d'amitié, de relations amoureuses, de liens, en fait, de filiation, qu'on avait pendant très longtemps mis de côté en regardant ça d'une façon, en éludant le sujet, en parlant de... Enfin, je veux pas dire les choses à ta place, en fait, donc voilà, je m'arrête là pour ça. Ce que je peux dire aussi, c'est que donc, via la galerie, il y a des artistes qui t'entourent, que tu soutiens au jour le jour, parce que c'est ça d'abord le travail de galeriste. Et donc j'aimerais les citer, d'autant plus qu'il y en a plusieurs avec lesquels on a des liens. Donc Louise Hervé et Clovis Maillet, Pauline Boudry et Renate Lorenz, que nous on a montré ici au FRAC, et donc on possède d'ailleurs des œuvres dans la collection. Jean-Charles de Quillac, on avait d'ailleurs accueilli pour une exposition, pour une performance, pardon, pendant la Biennale de Rennes, Aurélien Froment, Lola Gonzalez, Donna Kotchak, Yann Kerr, Laura Lamiel, Lise Magor, Charlotte Mott, qu'on a d'ailleurs exposé, qu'on expose d'ailleurs en ce moment dans l'exposition anniversaire, Arminet Negadari, Diane Panchal, Amarthe Sartori, Mirachor et Marie Wenu. Voilà. Donc ça, ce sont, disons, tout un groupe d'artistes passionnants et passionnantes qu'on peut découvrir à la galerie Marcel Alix. Voilà. Donc je te laisse la parole et encore merci pour avoir accepté cette invitation. Voilà. Merci Alice. Merci donc Alice Malinge, merci Étienne Bernard pour cette invitation à parler ce soir autour des œuvres exposées pour ces 40 ans des FRAC et donc cette belle exposition de collection qui est ici au FRAC Bretagne, dans laquelle j'ai choisi 3 artistes femmes, Geneviève Haas, Essie et Vera Molnar, qui montrent ici 3 œuvres issues de leur travail des années 70. Et j'ai essayé de comprendre en quoi leur chemin vers l'abstraction, qui sont des chemins évidemment chacune très personnelle, pouvait avoir quelque chose en commun.
Donc c'est une chose qui n'est pas facile de parler ensemble, la question de l'abstraction et des femmes, puisque culturellement, on peut dire que l'abstraction est peut-être, ou les femmes incarnent peut-être à peu près l'inverse de l'abstraction, puisque on peut penser à la fois à la culture chrétienne et à l'incarnation du péché, on peut penser à également culturellement cette idée de la charge mentale, donc c'est cette façon dont les femmes sont toujours rappelées à la question de la matérialité, mais c'est justement cette question de la matérialité qui me semble absolument cruciale dans les voies très personnelles que ces différentes artistes choisissent pour aller vers l'abstraction. Et je me suis en fait posé la question réellement de la possibilité pour chacune d'entre elles d'arriver à être dans une forme, on va dire, universelle, qui serait plutôt un projet masculin de neutralité et de sublimation. Est-ce que l'abstraction de ces trois femmes artistes permettent d'atteindre cette idée de la sublimation? C'est aussi intéressant de savoir pourquoi dans cette génération de femmes dont le travail se développe dans les années 50-60 choisissent à ce moment-là d'aller vers l'abstraction. Et je voudrais aussi tout de suite dire que pour moi, il n'est pas question de définir une abstraction féminine. Je pense que ça serait totalement idiot. Et d'ailleurs, mon acception ma définition de l'identité, du mot femme est plutôt une acception très, très ouverte, et je parle plutôt de l'expérience d'être femme, le fait d'être femme socialement, plutôt qu'une identité biologique ou de toute idée essentialiste dans ce propos. On ne peut pas forcément imaginer qu'il y a plus en commun entre ces trois artistes qu'entre, par exemple, Geneviève Haas et Nicolas de Staël. Geneviève Fraisse donc, est une philosophe de la pensée féministe qui est aussi quelqu'un qui m'est proche et avec laquelle j'ai déjà travaillé. Cite Emmanuel Kant dans un livre récent paru en 2019 qui s'appelle La suite de l'histoire. Et elle explique donc que Kant finalement crée une espèce de hiérarchie entre femmes et hommes quand il parle de la façon dont les femmes et les hommes entendent, c'est-à-dire comprennent ou réfléchissent. Le beau sexe a autant d'entendement que le masculin, seulement c'est un bel entendement, et le nôtre doit être un entendement profond, ce qui a la même signification qu'un entendement sublime. Donc dans cette question esthétique qui serait le rapport entre le beau et le sublime, Kant fait une différence donc, entre les femmes qui seraient du côté du beau, donc on pourrait penser évidemment à l'histoire de l'art et au corps féminin utilisé de façon, on va dire, si ce n'est de temps en temps sexuelle, au moins décoratif. Et puis donc l'entendement sublime, donc cette question de la sublimation qui est tout de suite une propriété, pour Kant, une propriété masculine. Donc il donne aux femmes la possibilité d'être dans cet ordre esthétique, mais il les met à une place moins importante. La hiérarchie donc entre le beau et le sublime, vous voyez où elle nous amène. Elle nous amène par exemple quand on pense à l'impressionnisme, à penser au sublime paysage de Monet, mais à penser aux jolis ou beaux portraits de Marie Cassatt ou Berthe Morisot. On comprend très bien qu'à chaque époque, on va avoir cette hiérarchie qui peut s'illustrer. Donc, dans ce contexte, j'ai envie de dire harnaché au beau, on peut se demander comment une femme peut abstraire et sublimer, et ainsi, dans un sens, s'abstraire même de son corps, de son appartenance à cette classe des femmes, pour passer à l'universel. En 1948, Barnett Newman définit le sublime comme un objectif de la peinture, mais que l'idéal grec de beauté empêche d'atteindre. Donc finalement, ce serait la peinture abstraite qui permettrait un rapport aux émotions absolues
en se libérant du poids de l'histoire de l'art européen. Donc il écrit « Au lieu d'édifier des cathédrales à partir du Christ, de l'homme ou de la vie, nous les édifions à partir de nous-mêmes, de nos sentiments. » Donc vous comprenez tout ce programme donc, qui est le programme de l'art abstrait. Et la question que je pose à nouveau, c'est est-ce que dans ce programme, ces volontés de ces femmes dont je parle ce soir dans les années 50, 60, 70 vont arriver à s'arrimer à ce programme de la sublimation et à partir de soi, à partir de sa propre expérience. Quel type d'expérience permet finalement cette sublimation? Elisabeth Lebovici et Catherine Gonard, dans leur somme que vous connaissez certainement sur les femmes artistes, indiquent que dans les années 50, donc il s'agit d'une période pendant laquelle on présente les femmes beaucoup comme des consommatrices, plus que comme des productrices, et donc leur hypothèse, c'est que finalement ces femmes artistes vont aller vers l'abstraction justement pour se détacher de ce modèle de la femme au foyer qui va acheter toutes ces nouvelles machines, toutes ces nouvelles choses qui lui permettent de se simplifier sa vie de ménagère. Encore une fois, donc, quelles vont être la possibilité pour ces femmes de sortir d'une forme d'assignation sociale et esthétique à ce qui relèverait du féminin. Il me semble que Geneviève Haas, pour commencer, est un exemple assez frappant, assez intéressant d'une forme d'abstraction qu'elle a voulu faire à tout prix, à tel point même que le récit de sa vie a complètement disparu derrière ses peintures. Et donc, pour moi, dans un sens, elle a réussi. Elle a pris à bras-le-corps cette question de la sublimation et elle a, dans un sens, réussi à être dans cette sublimation. Très intéressant, les portraits, vous allez voir que j'ai utilisés pour illustrer chacun des chapitres, pour chacune des artistes, montrent aussi à quel point les artistes peuvent choisir des portraits où on les voit pas toujours très bien. Et donc ça aussi, pour moi, c'est un signe de cette façon de se mettre en scène en retrait, c'est-à-dire tout d'un coup, le corps ne peut plus être en avant, puisque tout ce qu'on essaie de faire, c'est de sortir de cette appartenance physique au féminin, mais on essaie d'aller vers le travail et donc d'être représenté finalement beaucoup plus par le travail que par une forme d'incarnation. Geneviève Haas est née à Vannes en 1923. En 1944, elle rejoint son frère jumeau chez les FFI en Bretagne. Donc c'est quelqu'un qui a très tôt cet engagement politique, finalement cet intérêt pour les questions, j'allais dire, collectives et pour une vie qui ne serait pas que celle de l'art. Elle a été décorée de plusieurs médailles militaires pour ses actions dans la résistance et elle a également participé, elle a été volontaire pour participer à l'évacuation du camp de Térésine. Son galeriste Antoine Laurentin me disait qu'on avait retrouvé chez elle, après son décès, de nombreuses photos de cette libération du camp. Pour ce galeriste, d'ailleurs, Geneviève Haas fait partie d'une génération dont le caractère a été totalement façonné par la guerre. Dans le travail, donc, on n'est pas du tout dans un travail qui serait un travail qui veut plaire, dans un travail de compromission. On est dans un travail qui est très constant et qui reste, qui évolue de façon très rigoureuse et qui est montré aussi au départ à un cercle assez restreint. Donc, Geneviève Haas est une amie fidèle, elle évolue dans des cercles littéraires, elle est une grande amie de Beckett par exemple, et elle va être soutenue par ses amis et rester très fidèle en amitié. Par exemple, elle a été représentée toute sa vie par deux galeristes, le Suisse Jean Crugier qui était un juif polonais passé par les camps nazis, et en France par Claude Bernard. Donc on comprend que c'est aussi cette expérience de la guerre qui façonne ces relations amicales et qui vont permettre aussi l'émergence de son travail vers l'extérieur.
Donc Geneviève Haas, c'est quasiment 70 ans de carrière, c'est une œuvre considérable, soutenue, cohérente, d'un certain nombre de grandes peintures qui vont de plus en plus, à partir des années 70, vers une simplification et une couleur bleue grisée, dont l'œuvre en ce moment exposée au FRAC et qui fait partie de la collection est vraiment extrêmement significative et très représentative de cette période. Donc cette œuvre s'appelle La Porte de l'Espace, date de 1975, et c'est une huile sur toile qui fait quasiment 2 mètres de haut. Quand on la voit dans les collections, donc elle est comme ça très géométrique, puisqu'elle est divisée en 3 avec ce fameux bleu as qui est plutôt vers la gauche de la peinture, donc ce bleu gris un peu délavé qui a fait qui est très reconnaissable et qui en a fait un petit peu sa marque de fabrique à partir de cette période-là. On peut dire que c'est une artiste qui est totalement dans la peinture, qui est, pour ne pas dire, à l'intérieur de la peinture, et son œuvre est peut-être insiste, se répète, un peu comme peuvent se répéter les paysages de Bretagne. Elle a beaucoup peint en Bretagne, beaucoup regardé les paysages bretons. Et les horizons, donc le ciel, la mer, donc cette espèce de bleu qui se répète mais qui n'est jamais tout à fait le même non plus. Toutes ces œuvres sont faites avec une couche de peinture très fine, sans repentir, donc exécutée assez rapidement. Et la géométrie va arriver de façon plus systématique dans les années 80, une géométrie qui va se matérialiser par une ligne rouge. Là, je vous ai mis quelques exemples donc, de son travail à différents moments de sa carrière. Si vous allez en ce moment au Musée des Beaux-Arts à Rennes, vous avez 5 toiles d'elle qui rendent très bien compte de différentes périodes de son œuvre. Là, la peinture la plus à gauche, la cuisine, une peinture donc, de 46-47 qui date donc, de son retour de la guerre et qui est une peinture qu'on pourrait qualifier d'assez existentialiste, qui fait penser aussi à certaines toiles de Bernard Buffet de cette même époque, hein, des intérieurs qui sont assez simples, hein, dans des couleurs assez désolées, on pourrait dire. Et puis, dans les années 60, elle va vers une plus grande abstraction et des toiles très blanches. Il y a 2 très beaux exemples au Musée des Beaux-Arts de Rennes en ce moment. Et là, on peut dire qu'on n'arrive plus très bien à reconnaître s'il y a des objets ou pas. En même temps, elle parle toujours de composition, comme si, en effet, on composait avec un objet à l'intérieur de la toile. D'ailleurs, elle dit cela. Mes œuvres, des paysages abstraits, je dis toujours qu'il n'y a pas de frontières. Les gens voient des paysages. Moi, parfois, je vois tout autre chose. Cela ne compte pas beaucoup pour moi. Je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment des paysages. C'est de la peinture pour la peinture. Je peins entre les choses. C'est ce qui fait que les gens voient, interprètent, chacun à sa façon. Et elle a dit cette phrase qui est pour moi très importante parce que je l'ai déjà entendue dire aussi à d'autres artistes. Le geste de peindre est déjà en soi une abstraction. Et je trouve ça très intéressant que justement, elle rapproche la question du geste et la question de l'abstraction. Une des pistes de réflexion qui est la mienne ce soir, c'est de penser que pour ces 3 artistes, c'est la matérialité du geste, la répétition du geste, et donc la façon dont peindre devient une activité quotidienne, peindre ou travailler avec l'aiguille, comme pour Essie. Donc comment ce rapport à l'abstraction est en fait un rapport à la répétition et à la vie matérielle des femmes. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Geneviève Haas est tout le temps en train de parler d'abstraction et de figuration et ne se positionne pas d'un point de vue ou de l'autre. Alors selon Antoine Laurentin, au contraire, elle disait vraiment qu'elle n'était pas abstraite. Bon, c'est pas tout à fait clair, même dans une citation comme celle-là. En tout cas, ce qui moi me paraît important, c'est que ce n'est pas une artiste de programme. Contrairement donc, à la citation que je vous donnais tout à l'heure de Barnett Newman, donc ces 3 femmes ne sont pas du tout des artistes qui sont dans une forme de programmatisme par rapport à leur travail. Encore une fois, je pense que c'est vraiment basé sur le faire. J'aime beaucoup cette idée qu'elle dit qu'elle peint entre les choses, comme si la peinture devait matérialiser quelque chose qu'il y avait
entre les choses. Donc, comme si la peinture venait prendre la place de l'air, des relations entre les choses. Marie Martins, dans la monographie, la dernière monographie qui a été dédiée à Geneviève Haas, écrivait que la légèreté, la lumière et la transparence ont dû se gagner pour les peintres européens d'après-guerre. Et là aussi, je trouve ça très intéressant parce que, encore une fois, j'ai la sensation que, un peu comme le dit Newman dans cette citation que j'ai donnée au départ, il y a disons que les peintres françaises sont beaucoup plus plombés, on va dire, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et que finalement, cet effort vers une forme lyrique d'abstraction, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Et c'est vrai que quand on voit le rapport de Geneviève Haas entre ses premières peintures jusqu'à ses peintures des années 90, on comprend que finalement s'abstraire, c'est vraiment quelque chose qui est central à son travail. Finalement, s'abstraire non seulement du sujet, de la représentation, mais aussi peut-être s'abstraire de la matérialité de la Seconde Guerre mondiale, de la destruction des vies. Donc, je pense que tout ça, c'est quelque chose qui évidemment est crucial dans cette approche européenne de l'abstraction. D'autre part, Geneviève Haas, on a pu la comparer à des artistes qui ont été dans une forme d'ascétisme, et ça aussi c'est quelque chose qu'on voit dans son travail. Donc on comprend c'est une isolation, un isolement recherché, une façon de se mettre en retrait et d'avoir son propre cercle. Et comme je le disais, je crois qu'à un moment, elle a tout fait pour faire disparaître sa biographie, pour s'effacer derrière les peintures. Ce qui est très intéressant quand vous lisez un texte sur Geneviève Haas, c'est qu'on ne parle jamais de sa vie personnelle, assez différemment d'ailleurs de Vera Molnar ou de Hessy, qui sont d'abord définis par leur relation à leur mari. Et de fait, Geneviève Haas a eu une relation très longue avec Sylvia Baron-Supervielle, qui est une poète qu'elle rencontre dans les années 60 à l'arrivée de Sylvia Baron-Supervielle à Paris, donc qui est une poète argentine, et elles vont être ensemble toute leur vie, mais d'une façon tellement discrète que presque personne n'est au courant, à part ce cercle dont je vous parlais tout à l'heure. À tel point même que, là encore, son marchand me confiait que probablement que si les collectionneurs qui avaient beaucoup acheté les peintures de Geneviève Haas dans les années 70-80 avaient su qu'elle était lesbienne, probablement qu'ils ne l'auraient pas fait. Donc elle cachait finalement, évidemment, pour une bonne raison, cette vie. Aussi, évidemment, une période à laquelle on n'était pas out comme aujourd'hui. Évidemment que se dire lesbienne n'était pas vraiment quelque chose qui se faisait à l'époque. Et donc, on comprend que pour toutes ces raisons, ces éléments biographiques sont passés complètement derrière le travail. Et évidemment, on n'en voit aucun signe dans le travail, et c'est pas du tout mon but aujourd'hui que d'essayer de déterminer ce qui est dans sa peinture serait une peinture lesbienne. Je pense que c'est pas du tout ça l'idée. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement ce fait d'être en couple avec une femme a fait qu'elle n'a pas été empêchée par les devoirs conjugaux qui sont ceux des autres femmes artistes qui étaient en couple hétérosexuel, notamment Hessy et Vera Molnar. Donc finalement, cette relation assez libre avec Sylvia Baron-Supervielle, puisqu'elles n'ont jamais habité ensemble, elles habitaient dans la même rue, elles déjeunaient tous les jours ensemble au restaurant en bas, au petit troquet du coin, mais elles n'avaient pas de vie conjugale, on va dire. Eh bien, il me semble, mon hypothèse, c'est que ça l'a protégée et que dans un sens, elle a pu complètement exercer sa carrière absolument comme elle le voulait, avoir énormément de succès, vendre ses toiles, y compris faire partie de collections institutionnelles. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des toiles qu'elle a données, mais par exemple, si vous regardez les collections du Centre Pompidou, il y a 200 références de Geneviève Haas dans les collections du Centre Pompidou. On ne peut pas dire la même chose de beaucoup de femmes artistes.
Ce qui est intéressant dans cette question d'atteindre pour Geneviève Haas une forme de sublimation, encore une fois, je pense qu'elle a atteint grâce à cette façon d'être libre de toute nécessité du foyer. Pour autant, cette sublimation n'est pas pour elle la spiritualité. Elle dit d'ailleurs, quand les gens vous disent en regardant un tableau, il y a quelque chose de spirituel dans votre travail, moi je ne me rends pas compte du tout. D'ailleurs, tout ce qui est sacré, je trouve ça complètement hors de propos. Il y a de l'art tout court et il devient sacré quand il est réussi. Je suis pleinement d'accord avec les artistes américains qui évacuent toute idée de spiritualité. Donc ça aussi c'est très intéressant parce que finalement voilà, comme je disais tout à l'heure, la sublimation n'est pas forcément la spiritualité. Donc on n'est pas, là encore, finalement elle reste pour moi dans une vision très matérialiste des choses, de son travail, et elle laisse évidemment les spectatrices interpréter, peut-être être emportées par ce bleu, peut-être être transportées ailleurs, peut-être s'élever, y compris s'élever spirituellement. Mais elle dit que pour elle, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Donc, comme je vous le disais, pour moi, Geneviève Haas est peut-être l'exemple d'une femme artiste qui a réussi cette forme d'abstraction qu'elle a menée toute sa vie. Si on prend la définition du dictionnaire, abstraire, donc c'est isoler mentalement un élément, et s'abstraire, c'est s'isoler par la pensée du milieu dans lequel on se trouve, notamment pour réfléchir, pour rêver, etc. Autant Geneviève Haas a pu, il me semble, s'abstraire, même sans avoir énormément de moyens, mais elle avait un lieu pour travailler, elle travaillait énormément. Autant ce qu'on comprend de Hessie ou de Vera Molnar, c'est que l'idée de s'abstraire de leur vie de tous les jours, de leur quotidien pour travailler, n'était pas si simple que ça. On peut aussi se poser la question de qui a la possibilité matérielle de s'abstraire. Celles pour qui les tâches quotidiennes sont prises en charge, pour qui la réalité de la présence au monde vécue dans leur corps n'est pas sans cesse rappelée, peuvent en effet s'abstraire. Ceux et celles pour qui leur forme, leur être au monde n'est pas fustigé, peuvent s'abstraire. Donc ce que je veux dire, c'est que à la fois le sexe, le genre, la race et la classe participent de cette capacité ou pas à s'abstraire. Les réflexions que je vous donne ce soir sont évidemment très inspirées d'une tradition matérialiste de l'histoire de l'art, portée notamment par des historiennes de l'art féministe comme Linda Nochlin. Et si vous ne le connaissez pas, mais j'espère qu'ici tout le monde le connaît, je vous enjoins à lire le texte de 1971 de Linda Nochlin. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grande artiste qui explique en fait que la raison pour laquelle on ne trouve pas autant d'artistes femmes, notamment au XIXe siècle, que d'artistes hommes, c'est parce que toutes les conditions matérielles de leur capacité à se former en tant qu'artiste étaient faussées. Donc elles n'avaient pas accès par exemple à l'étude du nu et également pas accès pour la plupart à l'extérieur, à l'espace public, et c'est ce qui leur empêche finalement de participer au dialogue, à la discussion esthétique de l'époque. C'est aussi ce que dit l'historienne de l'art, la critique d'art féministe Lucy Lippard, états-unienne, qui explique que la difficulté pour les femmes d'apparaître sur le plan de l'abstraction dans les années 70, c'est parce qu'elles sont vues comme des concurrentes directes aux hommes qui travaillent cette abstraction, cette neutralité, cette universalité. Finalement, à cette époque-là, il y a une plus grande visibilité possible pour des femmes qui représentent des corps de femmes, et finalement,
même d'un point de vue féministe. L'art féministe de cette époque va être un art de la performance, un art de la représentation du corps. Et finalement, la division du travail, la division de l'art entre le beau et le sublime dont on parlait tout à l'heure, continue d'être tout à fait réaffirmée. Intéressante citation de Lucie Lippard que j'ai puisée dans la thèse de doctorat de Diana Quimby, et qui date de 1976. Les femmes qui produisent un art neutre ont peu d'espoir de pénétrer le marché de l'art, car les pouvoirs établis masculins, qui ne souhaitent guère que les femmes deviennent des véritables concurrentes des hommes dans le monde de l'art, n'ont approuvé, quoique avec condescendance et lascivité, que des femmes qui utilisent leur propre corps et visage, de préférence jeunes et jolies, dans leurs œuvres. C'est aussi quelque chose que Geneviève Fraisse exprime dans la suite de l'histoire avec une plus courte phrase « Trop de sexe ou pas assez de sexe pour être une artiste libre aujourd'hui ». Donc soit on est en excès de sexualité, soit on est en défaut de sexualité quand on est une femme artiste. Cela m'amène au travail de Vera Molnar, qui nous a quittés la semaine dernière. Donc c'est évidemment cette communication de ce soir prend une coloration tout à fait différente, même si évidemment elle avait 99 ans, donc voilà. Pour autant, je n'ai jamais rencontré Vera Molnar, donc ça reste pour moi un grand regret. J'ai imaginé donc que l'abstraction de Vera Molnar, c'est plutôt l'idée de l'abstraction à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer de ce travail dont on a l'impression qu'il est très mental, très désincarné, moi j'ai l'impression au contraire qu'il est absolument habité par la présence, par le corps, par le geste, par l'humour de Vera Molnar, par son expérience de vie. Vera Molnar est née en 1924 à Budapest, en Hongrie. Comme Geneviève Fraisse, elle se tient très loin des questions de mysticisme qui sont représentées par des artistes comme Kupka à l'époque, qui vont vers la théosophie. Elle suit une formation de peinture classique aux Beaux-Arts de Budapest avec François Molnar, qui devient son mari. Ils partent tous les deux à Paris en 1947, où ils rencontrent Sonia Delaunay, puis François Morlet en 1957. Donc leur travail commence à deux, et cette aventure de l'abstraction va être une aventure à deux. Griselda Pollock, l'historienne de l'art britannique, dit que justement cette question de la co-création dans le modernisme, c'est une des choses les mieux cachées par l'histoire de l'art, les mieux même plus que cachées. C'est même elle dit même qu'il y a un crime à avoir mis de côté toutes ces femmes artistes qui étaient aux côtés des hommes dans la création du XXe siècle. Et on voit que dans le cas de Vera Molnar, ça a vraiment été quelque chose qui a été moteur dès le départ, ce travail en couple. Sonia Delaunay, donc, comme je vous le disais, soutient Vera Molnar à son arrivée à Paris. Elle la pousse à adhérer au constructivisme et à son caractère collectif. Donc c'est ainsi que Vera Molnar va se rapprocher de différents artistes, comme François Morlet. Elle dit donc que ce travail à deux avec son mari, donc elle réfléchissait ensemble, mais c'est elle qui réalisait. Là encore, je trouve ça très intéressant parce que tout d'un coup, on a à nouveau une division genrée du travail où finalement, celle qui aime faire, celle qui aime réaliser, celle qui est dans le faire, c'est la femme du couple, et François, donc, qui d'ailleurs au bout d'un moment arrête d'être artiste et devient chercheur au CNRS, lui est vraiment dans la conception intellectuelle du travail. Comme je vous le disais, donc Griselda Pollock parlait de cette co-création. Il y a beaucoup d'exemples dans la naissance de l'abstraction et dans la continuation de l'abstraction. Donc François Vera Molnar, mais on peut aussi parler de
Robert Delaunay et Sonia Delaunay-Terq, ou Sophie Teubert harpe et Jean Harpe, ou bien Annie Albers. Encore une fois, de façon très marquante pour le travail de Vera Molnar, les bases de son engagement plastique sont de rester dans le domaine spécifique du visuel comme objectif. C'est ce que dit Vincent Baby dans son texte introductif du catalogue de la rétrospective qui a lieu au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Et là encore, ça revient à ce que disait Geneviève Vaz sur je fais de la peinture, je suis dans la peinture. Le programme, c'est la matérialité de la peinture, c'est le fait de faire de l'art. Le domaine spécifique du visuel, pour moi, ça a aussi comme écho l'expression employée par Michel Foucault de l'intellectuel spécifique. C'est-à-dire que finalement, ces artistes ne se targuent pas d'avoir un programme philosophique, que la peinture veuille dire autre chose, qu'elle nous amène à la libération, à l'émancipation, à la transcendance, etc. Ce sont des artistes qui sont spécifiquement des artistes, alors en l'occurrence pour Geneviève Haas et pour Vera Molnar, des peintres, et que c'est ça dans lequel elles restent et qui les habite. Donc on part, avec ces artistes-là, on part des spécificités de l'art pour en explorer les limites. Entre 1946 et 1959, Vera Molnar commence à utiliser les lois de la composition et les lois mathématiques pour peindre, en suivant Max Bill, donc cet artiste initiateur de l'art concret. Les mathématiques sont une façon pour Vera Molnar de défaire toute symbolique, et un langage qui permettrait de communiquer sans littérature. Et entre 60 et 68, elle va même penser ce qu'elle appelle la machine imaginaire, c'est-à-dire commencer à travailler avec des règles, avec un ordinateur sans ordinateur. Donc elle se donne des règles de travail, comme si elle utilisait un ordinateur, comme si elle avait une machine qui la contraignait. Donc elle fait des séries de transformations de formes selon des directives précises, qui sont réalisées sur des rouleaux de papier. Et c'est une méthode donc, qui permet d'évacuer la composition, mais également les ready-made mentaux culturels, comme elle dit. Donc pour elle, il y a aussi cette nécessité de s'abstraire de la culture, et notamment de l'opposition qu'elle a eue en Hongrie avant de partir avec le parti communiste local. Elle utilise donc des formes, des couleurs, des textures, des supports divers et variés. Et donc, il y aurait dans son travail une forme d'effacement du pathos, d'effacement de la biographie. On serait donc très très loin de l'autoreprésentation qui sera justement les objets de l'art féministe des années 70-80. Et en réalité, je crois que justement, c'est pour cette raison-là c'est pour la raison que le travail de Vera Molnar est à la fois soi-disant représentatif de l'art concret, mais en même temps, je pense, très lié à son expérience, qu'à mon sens, elle n'a pas eu le succès d'autres artistes de son même cercle. À partir de 68, donc, elle utilise l'ordinateur, qui est un instrument qui permet de gagner en rapidité et en exhaustivité. Et l'œuvre du FRAC donc, est à ce titre très représentative et tout à fait typique de cette période, qui serait donc une tentative d'abstraction réussie de ce point de vue-là. Et pourtant, justement, pour en venir plus au fond de ce que j'essayais de dire, les formes issues de la géométrie chez Vera Molnar sont extrêmement vivantes. Elles incluent l'improvisation, le jeu, l'humour. C'est vraiment une réponse du corps. Donc la reproduction, désolée, c'est pas une très bonne reproduction parce que j'ai photographié cette image dans un des livres.
Donc ce sont deux essais autour de la Vénus de Willendorf, à gauche en 2021, à droite en 1948, donc aux deux extrêmes de sa vie, de sa carrière. Et donc j'ai trouvé très intéressant que ce soit toute une partie d'un de ses derniers livres autour de cette Vénus. Donc on comprend que cette expérience féminine, de cette expérience d'être dans le corps, un corps social féminin, est en effet tout à fait centrale à son expérience de l'abstraction. Elle dit d'ailleurs, dans cet entretien autour des Vénus, « J'ai survécu grâce à mon triste sort de femme au foyer. Entre deux vaisselles, on trouve toujours du temps pour faire des carrés. » En dessous, vous avez un exemple des lettres de ma mère, qui sont des œuvres de la fin des années 80, où elle essaie de reproduire l'écriture de sa mère à différents moments de sa vie, jusqu'au point où sa mère étant très âgée, l'écriture devient de moins en moins visible. Et donc Geneviève Vasse essaie de la reproduire, et elle fait toute une série d'œuvres où elle fait des tentatives elle-même, et elle demande aussi à l'ordinateur de l'aider à continuer ses tentatives. Et donc les œuvres de cette série-là sont des mélanges entre sa propre écriture, ses propres tentatives et les tentatives de l'ordinateur. Donc là, tout d'un coup, on comprend bien qu'on n'est pas vraiment dans cette œuvre très éloignée du pathos, où la biographie a disparu, etc. On comprend que le travail de Geneviève Vasse, de Vera Molnar est sous-tendu, évidemment, par cette expérience. Selon l'historienne de l'art Anne Tronche, qui a été une personne très importante pour de nombreuses artistes femmes de cette période, Vera Molnar a cherché à comprendre le caractère précaire et illusoire de nos comportements et démarches. Le travail avec l'ordinateur, dans ce cas précis, équivaut pour elle à une tentative de restituer la spontanéité, l'étincelle de vie compatible avec la vie mentale qu'elle discerne dans les lettres reçues. Tous les exercices qu'elle va enrôler dans cette quête poursuivent un même but, rechercher une matrice à l'unité supposée de la matière et de l'esprit. Donc là encore, cette question de la matière reste centrale dans la façon dont Anne Tronche parle du travail de Vera Molnar, et c'était pour moi très important de citer Anne Tronche parce que je l'ai connue un petit peu à la fin de sa vie, et c'est vraiment quelqu'un dont je voyais qu'elle était absolument à l'intérieur du travail des artistes quand elle les étudiait. C'est pas du tout quelqu'un qui échafaudait des théories et qui essayait de les vérifier en regardant les œuvres des artistes. C'est vraiment quelqu'un qui partait du travail des artistes. Donc c'est quelqu'un dont quand je lis les témoignages ou l'écriture, les critiques d'art qu'elle a pu produire, je suis tout à fait avec elle. Donc il y a vraiment un plaisir de faire, un plaisir de la réalisation chez Vera Molnar qui n'est pas quelque chose qu'on comprend tout de suite quand on aborde son travail au départ. Il y a vraiment un plaisir de faire, et d'ailleurs Vera Molnar dit qu'elle est une conceptuelle qui aime exécuter, qui aime voir l'œuvre se faire. D'ailleurs, Anne Tronche dira que c'est une insoumise de l'abstraction, Vera Molnar. Et ça, c'est un terme qui me plaît beaucoup parce que je crois qu'en effet, encore une fois, c'est ce qu'il a mis de côté par rapport à d'autres artistes de cette époque. Elle est à l'origine du CRAV, le Centre de recherche pour les arts visuels, donc qui va se transformer en GRAV, ce groupe un peu plus connu des années 60 qui se termine en 1968. Mais son mari et elle en sortent très vite parce que justement, ils trouvent que cette réponse qu'ils essaient d'avoir collectivement est un peu utilisée par les autres artistes de façon complètement individuelle. Donc je crois qu'il y a aussi chez Vera Molnar un désintérêt de cette idée de la carrière individuelle. Et en effet, ça explique que son travail reste très discret jusqu'à il y a quelques années. Donc finalement, c'est une artiste qui, il me semble, construit son travail
assez en dehors des grands mouvements, malgré la façon dont elle est sans cesse ramenée à la fois aux questions d'art concret ou de constructivisme. Et c'est ce qui fait que sa carrière reste relativement isolée. Ce sont des œuvres qui me semblent à la fois radicales et qui restent attachées à une réalisation, dans sa réalisation, à une matérialité. Et cette matérialité fait qu'elle se laisse trop peu attraper par les discours théoriques. Elle dit d'ailleurs, elle est souvent citée de ce point de vue, elle dit qu'elle aime être entre les cons, computer, conceptuel et construit. Vera Molnar, comme ici, s'est engagée dans plusieurs initiatives artistiques liées au mouvement féministe, au sein du groupe Femmes Art, par exemple, autour de 1975, et notamment également des expositions Fémini Dialogue en 76-77. Et c'est ce qui me permet de passer à ma dernière partie avec Essie, qui reste probablement l'artiste la plus mystérieuse de ces 3 artistes que j'ai choisis. Je vois qu'il y a une erreur d'ailleurs dans mon slideshow, pardon. Donc Essie est née en 1936 et pas en 1933, mais ça continue à faire perdurer le mystère sur la naissance d'Essie, puisque pendant assez longtemps, elle a dit qu'elle était née à Cuba. Et puis, il semble qu'après sa mort, on ait découvert qu'elle était née en Jamaïque. Mais donc, il reste quelque chose d'assez mystérieux autour de sa naissance et de ses premières années de vie. Donc, comme Vera Molnar, le parcours de Essie est lié à son mari. Et souvent, dans les différents textes qu'on lit sur elle, on en parle comme la femme de Dado. Donc c'est vraiment, voilà, ce sont vraiment des artistes qui ont eu du mal à finalement déployer leur travail en dehors de ces relations conjugales. Donc elle rencontre Dado, qui est un peintre monténégrin, elle le rencontre à New York dans les années 60, et elle part s'installer avec lui à Hérouval dans le Vexin en 62, donc dans un moulin prêté par Daniel Cordier. Elle a 5 enfants, dont 3 avec Dado, ce qui est évidemment matériellement, vous imaginez, assez déterminant pour la suite du travail. Néanmoins, dans les années 70, elle est assez présente dans les expositions. Elle montre en 1973 chez Yvon Lambert, puis en 1974 chez Iris Clair. Et puis, elle a surtout une exposition à l'Arc, qui est donc un des espaces du musée d'art moderne de la ville de Paris, dirigé à l'époque par Suzanne Paget, qui vient d'être nommée à ce poste. Et donc elle aura cette exposition intitulée Survival Art en 1975. En 1976, elle est invitée par Aline Dallier, une historienne de l'art féministe française, à la galerie ARR, qui est une galerie coopérative de New York, un peu mythique, qui existe toujours. Et Aline Dallier, d'ailleurs, parle de Essie comme une des nouvelles Pénélope dans sa thèse qu'elle soutient en 1980. Donc, dans la brochure de l'exposition de AIR, il est écrit que les processus de combat artistique dans lesquels ces artistes, donc c'est une exposition de groupe, dans lesquels ces artistes sont engagés, ont leurs origines dans les charges domestiques qui ont été si longtemps imposées aux femmes, mais une fois qu'elles ont analysé ces contraintes, elles deviennent des armes de libération. Donc c'est un discours... Vous voyez, dans un sens, j'ai essayé de faire progresser ma communication, on va dire, de là où pouvait le moins s'appuyer le discours féministe jusqu'à celle qui a été le plus, dont le travail a été le plus englobé dans les discussions féministes sur l'art des années 70. Et donc, de fait, Essie produit un travail qui est lié aux ouvrages brodés, donc à ce qui est traditionnellement du domaine des femmes. Et ainsi, dans les années 70, il y a tout ce discours autour de son travail et d'autres artistes femmes qui s'emparent de la broderie pour dire, voilà, elles utilisent
ce travail d'aiguille, ce travail traditionnel pour en faire un outil de libération. Ça serait donc une façon de faire passer ce travail entre guillemets féminin de couture à une sphère plus mixte, voire à l'universel. Je trouve d'ailleurs très intéressant de voir ces deux œuvres dans la collection du FRAC. Donc là, j'ai reproduit le grillage de 1975. Donc il faut savoir que les titres d'ici sont des titres de séries. Donc il y a plusieurs grillages, il y a plusieurs œuvres qui s'appellent écriture, il y a plusieurs, voilà, des groupes en fait d'œuvres. Évidemment, le mot grillage est intéressant puisqu'il est à la fois là peut-être simplement descriptif de ce qui se passe dans l'œuvre, puisque c'est une broderie faite avec des fils jaunes, marron et bleus sur un tissu de coton. Mais c'est aussi une cage, enfin c'est aussi peut-être une limite, une frontière, puisque le parcours d'Essy est quand même le parcours aussi d'une immigrée. Vous avez vu le portrait d'Essy que j'ai choisi, donc on dit dans beaucoup d'écrits que j'ai lus sur elle qu'elle n'aimait pas du tout être prise en photo, donc un peu comme Geneviève Haas, on comprend qu'elle se cache derrière le travail, voire même derrière cette figure de femme de Dado. Et je crois en tout cas que pour ces femmes des années 70, en tout cas celles qui sont dans les mouvements féministes et pour celles qui sont artistes, il y a vraiment cette idée d'amener le travail vers l'abstraction, le travail artistique vers l'abstraction et vers donc, la sublimation, l'universel, par le fait d'abord de comprendre les autres femmes. Donc c'est aussi une façon, je trouve, très particulière de créer son chemin vers l'abstraction, c'est-à-dire pas de partir, encore une fois, pour revenir à ce qu'écrivait Barnett Newman, de la question des programmes théoriques des hommes, mais plutôt d'aller, encore une fois, vers le matériel, vers ce qui est la vie de chacune et ce qu'elles peuvent échanger au cours des différentes réunions féministes qui ont lieu à l'école. À l'époque, pardon. Pas du tout à l'école. Puisque donc Essy, d'ailleurs, n'a pas eu de formation artistique, c'est la seule des trois qui est absolument autodidacte en termes artistiques. Aline Dallier, donc pour illustrer ce que je disais sur la façon dont ces œuvres sont interprétées d'un point de vue féministe, Aline Dallier écrit « Il est possible de tisser et de broder autrement, ce qui pourrait tout compte fait contribuer à effilocher l'ordre établi. » La question en fait qui va se poser à ce moment-là, c'est vraiment la possibilité justement de sublimer à partir d'objets qui sont vraiment des objets complètement ancrés dans une matérialité quotidienne. Et de fait, il y a des artistes de cette époque-là qui vont finalement reproduire une forme d'essentialisation de ces travaux de femmes. C'est très difficile finalement, et je crois que Essy est une de celles qui y arrive vraiment bien, de sortir de ces questions d'essentialisation, de sortir de cette idée que la couture appartient aux femmes et d'en faire des objets beaucoup plus subversifs. Chez Essy, bien sûr, il y a une forme de cadre minimaliste. Quand on voit cette image, c'est à l'air assez clair. Après, il y a aussi un humour assez pop. D'ailleurs, donc j'ai reproduit ici plusieurs œuvres, donc les séries des bâtons pédagogiques, et puis une œuvre que j'aime beaucoup qui s'appelle Slip de Dado, qui date de 1970 et qui est le collage d'un slip en coton blanc recouvert de taches de peinture sur papier blanc. Donc là aussi, une référence à un travail de son mari, qui est un peintre assez surréalisant, on va dire, qui utilise beaucoup de couleurs. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très, évidemment, de très drôle et en même temps très grinçant de cette idée qu'elle s'occupe évidemment des slips de son mari et que ça se retrouve dans son travail. Essy dit qu'elle est allée
d'ailleurs vers le féminisme parce qu'elle habitait la campagne. Donc, le Vexin, c'est pour celles qui connaissent la région parisienne, c'est pas tout à côté de Paris. Et que donc elle habitait la campagne et parce que les réunions hebdomadaires lui permettaient finalement d'être un peu son jour d'oxygène, les réunions hebdomadaires féministes, en dehors du foyer et en dehors de ses enfants. Elle parle aussi d'un travail de survie. Pour elle, l'art, donc l'abstraction, c'est la survie. La survie des lignes les plus simples, puisées dans la réalité extérieure, qui accède à un statut par la discipline répétitive. Par rapport à un monde dont de nombreux aspects la blessent, elle élabore une forme de culture alphabétique primaire qui traduit ses tentatives et ses difficultés propres de survie. Donc ça, c'est un texte de Jean-Luc Verlet qui est reproduit dans la brochure publiée à l'époque par l'Art, qui est un tout petit livret d'artistes. Et Jean-Luc Verlet, d'ailleurs, de façon très intéressante, n'est pas du tout un historien d'art ou un critique d'art, c'est en fait un scientifique. Donc on voit à quel point, ici, finalement, dans un sens poussé par les mouvements féministes, peut-être par un moment en 75, donc 75, pour vous rappeler, est décrété par l'UNESCO comme l'année de la femme, et donc il va y avoir probablement un programme un peu national comme ça, autour des femmes, qui va être très critiqué par les féministes, les groupes féministes d'artistes, notamment parce qu'elles disent que finalement l'UNESCO célèbre la femme, mais dans tous ses aspects les plus essentialistes, y compris les femmes au foyer, et donc ne sont pas du tout pour la libération des femmes. Donc je crois en effet que l'arrivée du travail d'Essy sur la scène artistique est liée quand même à ce contexte où tout d'un coup on donne un coup de projecteur sur ces femmes artistes qui peuvent apparaître à l'époque. Il n'y a pas du tout chez Essy de recherche du geste unique, comme je vous le disais, elle travaille par série, et ça aussi c'est quelque chose, je crois, qui est à rapprocher de Vera Molnar ou de Geneviève Haas. Il n'y a pas de geste héroïque, il n'y a pas de geste singulier. Au contraire, son œuvre, c'est plutôt l'idée de fixer des phénomènes éphémères, de fixer des déchets. Et elle dit d'ailleurs, la survie est inscrite dans le quotidien et sort de l'égout. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez précurseur aussi par rapport au travail de nombreux artistes contemporains et contemporaines aujourd'hui, cette idée qu'on va aller chercher des choses qui ne sont pas censées survivre. Évidemment, du point de vue d'Essy, je crois que la question de la survie, ce n'est pas que la question de la matérialité du travail, mais aussi sa propre survie à elle. Donc, comme je vous le disais, elle fait partie du groupe, de certains groupes féministes, notamment du groupe Femmes en lutte, qui est un mouvement de femmes artistes qui intervient au 26e Salon de la Jeune Peinture, qui a lieu au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris en 1975. Ce Salon de la Jeune Peinture, c'est ce qui existe encore aujourd'hui. Je cherche le nom, c'est le Jeune Création, voilà, c'est Jeune Création. Et à l'époque, donc, le salon Jeune Peinture, c'est l'endroit où tous les engagements politiques des artistes, y compris les plus révolutionnaires, s'expriment. Et donc, ce groupe Femmes en lutte va créer une œuvre collective pour cette exposition du salon Jeune Peinture. Notamment, elles vont exposer par exemple des titres de films pornographiques qu'elles vont repérer dans des cinémas porno en passant à Paris, et elles vont faire des collages, des grands collages qu'elles vont exposer dans l'espace. Donc par exemple, là vous voyez des collages à la fois, alors là c'est surtout des publicités de magazines, mais elles en font aussi avec des grandes affiches publicitaires qu'elles trouvent dans la rue. Et c'est évidemment très drôle, et ce qu'elles disent à juste titre, c'est qu'elles ne font rien que répéter ce qu'il y a dans l'image. C'est-à-dire qu'elles ne font quasiment pas de commentaires par rapport à ce qui est déjà dit, elles ne font que mettre en lumière l'absurdité des propos publicitaires, et elles le font passer dans l'art, enfin dans le monde de l'art, puisque tout d'un coup elles l'exposent au salon Jeune Peinture. Donc Essy fait partie de ce groupe. Elle n'est pas nommée dans le catalogue, mais
plusieurs témoignages le disent. En effet, je crois que son travail sur la survie, c'est vraiment quelque chose qui fait écho à ses possibilités en 1975 de participer à des discussions féministes. Donc qu'est-ce que c'est que la vie d'une femme noire caribéenne, immigrée en France, mère de 5 enfants qui habite à la campagne, quand on veut être artiste? Donc je crois que dans un sens, d'ailleurs qu'on fait de l'art finalement pour survivre, peut-être que c'est même pas la question d'être artiste. Donc on n'est pas là, je crois, chez ici dans la sublimation, mais on est dans la survie. Après les années 70, on perd complètement, il n'y a plus du tout de traces, très peu de traces du travail de Essie. Il semble donc que le fait qu'elle ait été portée par ces groupes féministes, par toute une réflexion autour de la couture, de la broderie, existe très fortement dans les années 70 et puis après ça devient plus difficile. Le groupe Femmes Art, dont elle fait partie avec Vera Molnar, s'arrête en 1978. Donc c'est une carrière qui est très discrète après les années 70. Par ailleurs, elle souffre dans les années 90 d'un diabète mal soigné, ce qui fait qu'elle va être handicapée pour toute sa vie. Ensuite, elle va être amputée. Elle va passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Et donc, je pense qu'en effet, de ce point de vue-là, c'est absolument impossible de défaire le lien entre ce travail et la question de la matérialité du corps, de l'appartenance, de la question de la vie matérielle, exactement comme, il me semble, comme Vera Molnar. Il y a évidemment, du coup, je pense, un plaisir de faire pour soi, avant même de faire pour le reste du monde, on va dire. Et malgré des formes d'automatisation chez Vera Molnar, ce plaisir de créer reste central. Peut-être, évidemment, on peut penser qu'il y a aussi dans ces vies matérielles un manque de temps pour théoriser, un manque de temps pour échanger sur d'autres points de vue sur le travail, ce qui peut expliquer aussi des carrières en dents de scie par rapport à celle de Geneviève Haas, qui a eu, comme je le disais, plus de facilité à travailler, à vendre, à exister en tant qu'artiste. Je vais finir avec quelques mots à nouveau de Griselda Pollock, comme je vous le disais, qui dit que le crime de l'histoire de l'art, c'est l'élimination des femmes de l'histoire de l'art. Les femmes ont co-créé le projet de l'abstraction sans être entravées par les termes que les hommes artistes ont trouvés pour eux-mêmes. Donc elle dit aussi que finalement, il y a une plus facile subversion de la part des femmes artistes des mouvements qui ont été créés par et pour les hommes. Les femmes créatrices ne cherchent pas à se faire accepter en suivant les modèles avant-gardistes existants. Elles y participent, mais les trahissent et les transgressent. Il ne s'agit pas de la subversion positive de l'avant-garde, mais d'un processus de différenciation, ni du projet de fixer des significations, mais de les faire éclater et de les démultiplier. Donc je crois qu'il y a une force immense du projet de l'abstraction de ces femmes, et que je crois que leur force, c'est celle de la subversion des mouvements, et que cette subversion, peut-être pas pour toutes, mais en tout cas pour certaines d'entre elles, a pu amener l'émancipation. Mais ce sont aussi des projets qui, pour moi, sont d'autant plus forts qu'ils sont plus difficiles à comprendre dans toute leur profondeur, justement pour toutes ces choses qui sont aussi non dites dans le travail et qui sont aussi peu intégrées dans le discours traditionnel que tient l'histoire de l'art. Je vous remercie. Merci beaucoup, Isabelle. C'est vraiment passionnant de t'entendre. Et peut-être que parmi les personnes qui
qui sont présentes ce soir, il y a des questions. Donc voilà, je suis un micro ambulant. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Pourquoi tu as décidé de faire cette conférence en drag queen? Alors, je ne suis pas une drag queen, je suis une drag bio. Il faut le savoir, quand les femmes sont en drag, enfin, elles sont des queens aussi, bien sûr, mais voilà, c'est une spécificité des femmes cisgenres quand elles sont en drag, donc c'est un drag bio. Mais je ne revendique pas du tout cette appellation-là par ailleurs, mais c'était juste pour préciser ça. Parce qu'on me l'a dit une fois dans une conférence, donc je redonne l'information. Eh bien, j'ai l'impression que c'est clair dans ma communication, mais peut-être pas. En fait, c'est aussi pour montrer que l'appartenance à la catégorie de femme est aussi une construction et que on peut choisir ou pas d'appartenir plus ou moins à cette catégorie. Je vais dire que dans le civil, je choisis plutôt d'être pas complètement dans la démonstration d'une forme classique, je ne sais pas s'il faut dire classique, mais en tout cas d'une forme affirmée de féminité. Que j'ai commencé à faire ces conférences en drague justement parce que à la fois ça me permettait de faire quelque chose que je trouve vraiment agréable, c'est-à-dire de devenir une femme, ce que je ne préfère pas faire dans la vie de tous les jours, hein, de devenir une femme augmentée, on va dire, de cheveux, de maquillage, de talons, de vêtements moulants. Ce que je choisis de ne pas faire dans ma vie de tous les jours pour une facilité de vie. Pour autant, je trouve ça très agréable en effet de me permettre de le faire de temps en temps dans un endroit qui est tout à fait safe. Enfin, il faut espérer. Et je respecte énormément celles qui le font en dehors d'endroits safe, parce que je ne pense pas que je serais capable de le faire. Par ailleurs, justement, quand j'ai commencé à faire ces conférences sur des questions de genre et d'histoire de l'art, je trouvais très difficile de parler de genre et de sexualité sans même poser la question de qui en parlait et de comment s'incarnait la parole de la personne qui faisait la conférence. Et j'ai commencé à faire ces conférences je me pose la question de comment j'allais m'habiller, mais si tu veux, ça restait, voilà, bon, est-ce que je mets un pantalon, quel genre de pantalon je mets, voilà. Et puis au bout d'un moment, au bout de 4-5 conférences, je me suis dit non, mais en fait, ça ne va pas. Ça peut pas être les autres et moi. C'est-à-dire, je peux pas commenter les différentes façons d'incarner la féminité ou pas que choisissent les personnes dont je parle. Et moi, rester en dehors comme si j'étais neutre, comme si mon corps n'existait pas. Voilà. Donc c'est une façon de faire apparaître mon corps qui me fait plaisir, mais aussi qui, je pense, interroge la place de la parole scientifique, de la parole voilà, légitime. Et est-ce que cette parole légitime apparaît de la même façon quand on montre son décolleté ou pas? Est-ce qu'on se pose d'autres questions sur l'identité de la personne qui émet ce discours, ou est-ce qu'on se dit, voilà, est-ce que ça dévalorise la personne, est-ce que ça la valorise ailleurs, voilà. J'ai commencé avant le grand succès de Drag Race France. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui ça a l'air différent que ce que ça avait l'air il y a quasiment 10 ans maintenant. Voilà. En tout cas, moi, ce qui m'a aussi permis de me le permettre, c'est que j'ai passé un petit peu de temps à San Francisco à parler avec des gens qui ont connu des grandes périodes de drag san-franciscain, qui continuent un peu, mais de façon un peu moins évidente. Et le drag de San Francisco, par exemple, c'était un drag vraiment du pauvre, y compris donc de gens vraiment working class qui allaient faire du drag avec une pauvre perruque et 3 trucs qu'ils avaient sous la main. Et c'est pas du tout un drag flamboyant. Donc, je ne suis pas non plus dans la volonté
d'être, tu vois, dans cette flamboyance-là. C'est pour ça aussi que j'ai commencé en disant, bah, je suis pas une queen vraiment, enfin c'est un drag bio, parce que je pense que l'idée c'est aussi d'être proche, enfin de, comment dire, voilà, je veux pas impressionner complètement non plus. Enfin, c'est quelque chose voilà, qui m'appartient et que j'essaie de faire parce que, encore une fois, ça me fait plaisir. Voilà. Et tu évoquais à l'instant la question de la réception et de savoir si c'est diminué ou pas, enfin, c'est minorer le discours, etc. Tu as pu l'observer, si oui ou non? Enfin, je sais Alors, la première fois que je l'ai fait, je parlais d'un moment safe, mais pas tout à fait. La première fois que je l'ai fait, c'était dans le cadre d'un centre d'art et la personne qui m'a invitée m'a mis une main aux fesses. C'était une femme. Donc, je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire, je ne pense pas que dans aucune autre tenue, elle se serait permis de me mettre. Elle m'a claqué les fesses. Bon, je l'ai pas mal pris, à vrai dire, je l'ai pas pris comme une agression, mais j'avoue que ça m'a quand même étonnée. Je me suis dit, tiens, ah oui, donc quand on est comme ça, les gens se permettent. Bon, je l'ai su parce que je pense que dans mon plus jeune âge, j'essayais d'assumer une apparence féminine plus claire, on va dire, et donc je sais ce que ça fait, je sais comment on est toujours en train de te ramener à ton apparence. Mais là, j'avoue qu'il y a eu une espèce d'effet direct. Je suis sortie de la loge et bim, j'ai pris une claque sur les fesses. Ok, bon, bah super. Voilà, donc oui, il y a quand même, en effet... Je suis content que ça soit pas arrivé. Alice s'est très bien comportée avec moi. Merci. Mais oui, enfin, si tu veux, c'est aussi, je parlais là tout à l'heure dans la conférence d'expérience, donc j'essaie de ne pas essentialiser cette question, parce que c'est très important pour moi aussi de dire que cette expérience d'être d'un corps qui ne t'appartient pas, c'est l'expérience de l'apparence féminine quand même. C'est-à-dire que j'admire aussi les personnes qui sont dans une transition vers le féminin, parce que je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à vivre, en fait, c'est d'être sans cesse ramené à cette appartenance au féminin. Donc c'est une façon aussi pour moi, dans un sens, de me réapproprier, tu vois, quelque chose que j'ai dû abandonner parce que je trouvais ça trop difficile, trop coûteux d'un point de vue personnel, d'être ramené à une apparence féminine. Voilà, de temps en temps, je peux le performer. Et évidemment, je peux aussi parler du texte de John Rivière qui est très important, qui s'appelle « La féminité comme mascarade ». C'est un texte donc d'une psychanalyste qui a été beaucoup cité par Lacan, dans lequel elle explique que toute féminité est une mascarade. Toute façon d'être une femme est une performance de la féminité. Ce que je trouve absolument évident. Et alors, je continue sur un truc. À l'inverse, en tant que galeriste, quand tu n'es pas habillé comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas dans le style. Trop bien pour moi. Vous avez une habitude de nombreuses années, c'est ça. Et est-ce que on te reproche le fait justement de ne pas être empathique sur non, parce que maintenant que Cécilia et moi avons notre propre galerie, c'est évidemment que les gens ne te parlent pas comme quand tu es assistante de galerie. En revanche, quand j'étais assistante de galerie, oui, on m'a dit ça serait mieux si tu mettais un décolleté, ça serait mieux si ceci, cela. Voilà, il y a des gentils messieurs, il faut être gentil avec eux. Mais je veux dire, on me l'a dit, donc c'est pas. Donc encore une fois, je veux dire, tout ça ne vient pas de nulle part. Tout ça vient de cette expérience d'un corps genré malgré soi, j'ai envie de dire, parce que moi j'étais ni plus ni moins que voilà, une fille de 20 ans arrivée à la capitale, enfin voilà. Bon. Mais tout ça est en effet très transformateur. Donc c'est ce qu'on. Et pour moi, tout ça est lié, c'est-à-dire que une conférence sur les femmes et l'abstraction, c'est lié à MeToo, c'est lié aux questions de harcèlement, c'est lié aux apparences. Je veux dire, on en parlait encore tout à l'heure avec Alice, mais à un moment, quand
quand les femmes, non, pardon, c'est pas avec Alice que j'en parlais tout à l'heure, bref, mais c'est pas grave, quand les femmes artistes sont les compagnes d'autres artistes, et que aujourd'hui qu'elles sont plus reconnues, tu vas poser la question aux gens qui à l'époque les ont connues, on dit mais donc tu as vu le travail de Essie à l'époque, tu as vu le travail de Vera Molnar? Ah oui oui, bah oui oui oui, oh, bah oui j'ai vu leur travail, oui j'ai fait une visite d'atelier avec elle. Ah et donc oui bah voilà, on peut pas montrer tout le monde, on peut pas. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on comprend bien que quand même ce statut-là de femmes, et en l'occurrence de femmes qui s'occupaient des enfants, de femmes qui s'occupaient du ménage, etc., a entravé leur carrière d'artiste. Mais c'est pas les a un peu entravés, c'est les a complètement silenciés, empêchés. C'est intéressant que tu dis ça parce que la façon dont on a avancé collectivement, parce qu'en fait l'expo de collection que tu as vue là-haut, elle a été pensée par différents membres de l'équipe, hein, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité faire collectivement. Et on a, notamment avec Morgane qui est la chargée de collection, c'est nous qui avons opéré le montage et donc l'accrochage. Et puis qui a voulu le final cut sur le choix des œuvres et des artistes. Et samedi dernier, quand Madame la ministre de la Culture nous a fait grâce de sa présence ici, j'ai commencé mon introduction de l'expo en disant qu'elle se voulait révisionniste, notamment dans le champ féministe. Alors, du coup, elle est révisionniste, elle est un peu Gara Gaza, mais c'est vrai que en fait, la collection n'a absolument pas apparenté comme toutes les collections publiques, bref, etc. Et donc, en revanche, l'expo se veut l'être. Et puis après, on a aussi fait des petits jeux. Alors, je ne sais pas s'ils sont visibles, mais on le dit quand on demande. Et par exemple, je parlais des artistes qui, soit n'ont pas été reconnus ou ont été reconnus très tard, en dehors de celles que tu as pu citer, pas très loin de ici, en l'occurrence, il y a Geoffrey Jaff. Charlie Jaff. Pardon. Charlie. Tu l'as masculinisé carrément, quoi. Carrément. Bravo. Qui est une magnifique artiste, je dois citer l'expression de ça, en quel poste, comme ça, et qui, comme Storteman, qui est dans la salle à côté, est très seul dans son mouvement. Voilà, et le fait de mettre Storteman en figure tutélaire tout en haut, juste à côté de notre plus grosse toile en termes de taille qui est faite par Bernard Fries, du mec qui prend de la place. Du mec qui prend de la place, ça toile est absolue. C'était un peu, c'était évidemment des jeux qu'on a voulu faire. Et je pense que c'est assez intéressant de voir ça c'est intéressant de relire une collection. Merci de le faire aussi. Bah, avec plaisir. Et de façon très intéressante aussi, là je ne sais pas si vous avez vu, mais donc Vera Molnar est décédée la semaine dernière et donc on a appris que le Centre Pompidou préparait une très grosse exposition autour de son travail, donc bon bah c'est bien. elle aurait eu 100 ans, mais on peut quand même aussi se dire qu'on aurait été contenteux de voir ça un petit peu avant. Bah, j'ai une question justement sur les expositions, parce que donc, tu as fini par, sur cette citation qui est dans le catalogue de Elles font l'abstraction. Je me demandais justement quel était un peu qu'est-ce que tu avais pensé en fait justement de la manière dont Centre Pompidou avait abordé la question des femmes et de l'abstraction dans cette exposition-là. Alors je vais te dire, c'est terrible parce que je ne l'ai pas vue parce que je venais d'accoucher et que donc dans la matérialité de ma vie, ce n'était pas possible pour moi de voir ces expositions. Et je le regrette parce que maintenant que j'ai lu le catalogue, je me dis qu'en effet ça aurait été quand même bien que je l'eusse vu. Mais non, du coup je l'ai pas vu, désolée. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, mais c'était sur le principe justement, comme Étienne parlait de jeu, justement, de relecture et du principe aussi d'avoir une exposition un peu, justement, qui cherche à rattraper une espèce de perdu en étant,
En mettant tout ensemble. assez peu de place à Ouais. chaque artiste. Bah, il y a eu une exposition cet été à la Fondation Van Gogh sur les femmes. Alors plutôt là, comment ça s'appelle, expressionniste, on va dire. Et en effet, moi j'ai trouvé ça quand même assez terrible parce que tout d'un coup, tu as l'impression que tu dois rattraper dans des salles qui sont quand même pas immenses un siècle de création, et donc tu as une œuvre par artiste, et le temps que tu lises 3 lignes de biographie, je veux dire, ça t'explose la tête en fait. Enfin, alors dans un sens on pourrait argumenter en se disant bon bah c'est génial d'en montrer autant parce que du coup ça te montre à quel point t'en as loupé, et en même temps dans un sens ça s'annule parce que t'en montres tellement à la fois que finalement tu n'arrives plus à te souvenir de qui que ce soit. Donc finalement on irait plutôt dans l'idée que bon bah finalement ces artistes, elles n'étaient pas très bonnes. Tu vois, je veux dire, à la fin, moi j'ai l'impression que je suis sortie en me disant ah bah mince. Oui, surtout c'était pas problématisé, c'était pas vraiment problématisé. C'était pas du tout problématisé, non. Non. Pour la petite histoire, on prête 3 œuvres de Vera Molnar du Frag-Bretagne pour l'expo Molnar que tu évoquais. C'est qu'ils ont exactement les mêmes œuvres qu'ils nous ont empruntées en 2021 pour l'abstraction. Donc comme ça, si tu avais pas le temps de voir si monde, tu pourrais. Je pourrais les voir. Et mais par contre, effectivement, c'est pas problématisé. Enfin, c'est vrai que moi, je garde quand même en souvenir un exemple de problématisation sur ces questions-là, qui est celle des Amazones du pop, de Géraldine Lourbe et Hélène Guénin au Mamac, et ensuite qui a tourné en Suisse, je crois. Ouais. Mais c'est rare. Oui, c'est rare. Et le pire, les fonds d'attraction, c'est récent, mais ça a peut-être un petit peu évolué. Moi, je pense que le pire du pire, c'est au moment où on s'est rencontrés, donc je pense qu'on s'engueulait vachement à l'époque. C'était sur elle, au centre Pompidou. Ouais. C'est 17 non, oui, 2008. 2008, 9, ouais. Bah, en fait, c'était. D'ailleurs, on avait à ce moment-là les féministes de l'art. On n'était pas très nombreuses à cette époque-là, mais on avait un peu réagi en disant bon, bah, ok, donc les femmes, elles ont droit à elles au centre Pompidou. Et puis de l'autre côté, tu avais la Force de l'art au Grand Palais où il n'y avait pas une femme. Où il y avait peut-être une femme, je sais plus, ou 2. Et du coup, c'était vraiment ce truc, on a l'impression qu'on était pris en tenaille. À l'époque, on avait écrit un texte avec Lily Reynaud-Dewar. Et on avait dit, bon, bah, alors donc, on peut soit être dans une exposition sponsorisée par Yves Rocher au centre Pompidou, c'est vrai, hein, sponsorisée par Yves Rocher, soit être la force de l'art. Et donc, il n'y a pas de femme, du coup. Donc, ou alors, tu es la caution féminine autour de 25 mecs. Donc, c'était abominable. La même année, il y avait Africa Remix qui était sponsorisé par Total. Oui, c'est ça, c'était le moment sponsor. Bien vu par les institutions françaises. Mais si tu veux, ce que je trouve compliqué, c'est qu'en effet, on n'en sort pas vraiment, quoi. Et moi, justement, Alice tout à l'heure citait les artistes qu'on représente avec Cécilia à la galerie. On représente quelques artistes femmes qui ont plus de 70 ans. Et c'est vrai que tu te dis, bon, bah, en fait, on ne rattrapera pas des années de négligence, et c'est pas de négligence, c'est de les mettre volontairement de côté parce qu'on considère que ce sont des seconds couteaux. Une expression qui m'a été soufflée par mon conservateur à qui je parlais de Laura Lamiel. Voilà, bon, bah, c'est bien, prends ça dans la tronche. Donc, faut être solide quand même, tu vois. Donc, je pense que Vera Molnar n'est pas du tout un second couteau de l'abstraction géométrique, par exemple, tu vois. Et là, je regardais à nouveau les œuvres aussi au Musée des Beaux-Arts tout à l'heure, et je me disais, c'est quand même un sacré travail, Et je me souviens très bien quand j'ai entendu parler d'elle pour la première fois, c'était il y a 20 ans, ou un peu moins de 20 ans, peut-être 15 ans. J'étais dans un train avec Claude Schweisgut, qui est une conservatrice, critique d'art, qui était assez âgée à l'époque, et elle me dit, ah bah vous qui vous intéressez aux femmes, vous devriez regarder le travail de Vera Molnar. Je n'en avais jamais entendu parler, et après j'en ai pas encore entendu parler pendant des années, et puis bon, petit à petit, et maintenant elle est chez Tadeusz Ropac, mais depuis très peu de temps, je pense. Donc oui, c'est quand même assez rageant, on peut le dire. Et ce qui est rageant, c'est que c'est systématique. Hein. Je dis pas ça pour... Bon, bah, bien sûr, des artistes oubliés par l'histoire de l'art, il y en a beaucoup et il n'y a pas que des femmes. Mais ce qui est rageant, c'est que les femmes ont été systématiquement mises de côté. Personne de curatiste. Hein? Pas beaucoup de curatistes. Oui, bah, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Bien, je pense qu'on va devoir s'arrêter là aujourd'hui, parce que tu as un train.
Et parce qu'Étienne a beaucoup trop parlé. Oh. Ça va. Et du coup, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Et donc, n'hésitez pas à revenir voir l'exposition qui est ouverte jusqu'au 14 janvier. Et donc, nous sommes ouverts du mardi au dimanche, à partir de midi jusqu'à 19h. Et les dimanches sont gratuits. Voilà, avec Oh là là, visite à 16h, il a tout dit. et pendant toutes les vacances aussi. Sur la table, c'est pour les soldes, pour la boutique romaine. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Longtemps ce débat chez Ricard, c'est pour le mal blanc. Oh putain. Mais oui, je me souviens de ce truc. Et que Marc Cazet passait pour un agneau. Pourquoi? Parce qu'il avait, il avait des signes. Il avait du mal à répondre à un truc. Et j'avais J'avais du mal à répondre. très devoir.